Bonjour à tous, Passion Immo, épisode 81. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible et vaste, c'est la construction neuve. Et il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire parce que je vais vous donner juste un chiffre, je ne vais pas vous abreuver de statistiques. En 2023, nous avons enregistré 373 000 autorisations de logement. Pour juste donner un ordre de grandeur, 20 ans avant, environ, c'était 2 fois plus. C'est dire la dégringolade, en fait, sur une période longue, certes, mais quand même significative. Crise qui s'est aggravée pendant le Covid et qui n'a pas relevé de la tête depuis. Donc on a une crise qui est durable. Aujourd'hui, il y a peu de signes, voire aucun, qui laissent envisager une sortie du tunnel. Donc il y a des choses à dire à ce sujet. J'ai un invité, Aymeric Evenot. Aymeric Evenot, il est cofondateur de Papillon Patrimoine, qui est spécialisé dans la commercialisation de logements neufs et réhabilités. Avec lui, on va faire un tour d'horizon le plus complet possible de la situation de la construction neuve. Ça va permettre au moins de répondre à une question fondamentale. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut le coup encore d'acheter dans le neuf? Passion Immo, épisode 81, c'est parti. Mon invité, donc, Aymeric Evenot. Aymeric Evenot, c'est le fondateur de Papillon Patrimoine qui est spécialisé dans la commercialisation de logements neufs et réhabilités. Donc, on va passer un moment avec Aymeric Evenot. Nous allons parler de logements neufs, principalement en long, en large et en travers, mais ça va être intéressant, ça va nous permettre en fait de décrypter la situation actuelle, d'autant plus que Papillon Patrimoine, c'est Aymeric Evenot, c'est quelqu'un quand même qui sait de quoi il parle, parce que c'est 110 promoteurs aujourd'hui qui passent par l'intermédiaire de Papillon Patrimoine, puisque Papillon Patrimoine a plus d'une centaine de promoteurs en mandat direct, donc sur l'ensemble du territoire, ce qui lui donne en fait une bonne capacité à analyser la situation actuelle, et on va pouvoir discuter de tout ça. Aymeric Evenot, donc, c'est un Parisien de naissance. Il a créé plusieurs entreprises. Et il va nous parler un petit peu de tout ça. Il a travaillé aussi, ce qui est assez original, pour des grands médias comme BFM et RMC, ce qui lui donne une fibre assez intéressante en matière de communication, de numérique et une compétence qu'il a utilisée au service de son accompagnement client. C'est aussi ce qu'il va nous raconter en toute fin d'épisode. Alors moi, la première question que j'ai eu envie de poser à Aymeric Evenot, compte tenu de la situation actuelle, c'est tout simplement, est-ce que l'immobilier neuf, c'est pas complètement foutu en 2024 ? Non, l'immobilier neuf est pas foutu. L'immobilier neuf souffre, mais de manière générale, l'immobilier au global souffre. La remontée des taux brutale, évidemment, a été un coup de frein pour la transaction, qu'elle soit dans le neuf ou dans l'ancien. Pour donner déjà un petit panorama de ce qu'est l'immobilier en France, dans les bonnes années, il y a à peu près 1 million de transactions immobilières par an. Voilà à peu près le volume d'affaires. Très bonnes années quand même, le 1 Très million. bonnes années. Oui, on a fait 1,2 million en 2022, mais 800 000 en moyenne 1 million. Et puis je vais te dire 1 million aujourd'hui parce que la population elle a augmenté. Évidemment. Donc évidemment, on a un peu plus de volume de transactions puisqu'on a plus de gens. Le neuf a toujours représenté 10% du marché de manière générale. Donc si tu veux, ça reste entre guillemets une niche de 10%, et ce qui est normal, il y a plus de biens achetés dans l'ancien que dans le neuf. Est-ce que l'immobilier neuf souffre? Oui, comme l'ensemble du marché, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Maintenant, toutes les contraintes qui pèsent sur le logement ancien et l'obligation aujourd'hui d'avoir des logements qui soient performants sur le plan énergétique font que le neuf a quand même des beaux jours devant lui. Donc, effectivement, le neuf a souvent été conditionné à soit des avantages fiscaux pour les investisseurs, on va en parler, Robien, Cellier, etc., ou évidemment pour les acquéreurs en résidence principale, du prêt à taux zéro, voire de la TVA réduite. Mais non, le neuf, je pense qu'il a de beaux jours devant lui parce que déjà le marché de l'ancien, il y a de l'ancien qui est vieux, qui n'est plus aux normes, alors qu'il faut soit complètement réhabiliter, soit parfois qui va être complètement détruit parce qu'effectivement on est sur des structures qui sont plus solides et donc remplacées par du neuf. Mais
Si tu regardes la croissance démographique de la France, évidemment, à peu près, on fait un enfant, 1,9 enfants par foyer à peu près. Donc, de toute façon, la population va mécaniquement augmenter. Dans 20 ans, on aura plusieurs millions de Français en plus. Donc, de toute façon, il va falloir construire du logement. Donc, il y a deux projets. C'est soit réhabiliter l'ancien, et ça sera nécessaire, et évidemment, continuer de construire du logement neuf aux dernières normes de performance. Et donc, le neuf reste quand même quelque chose qui, dans les années futures, va continuer et va perdurer. Comment ça va être administré? Comment les politiques gouvernementales vont faire? Soit le pousser, soit un peu moins le favoriser. Ça, c'est des décisions politiques. Mais de toute façon, je pense que dans l'avenir, il y aura toujours besoin de construire du logement parce que de toute façon, on est plus nombreux et qu'on a un parc immobilier qui est vieillissant derrière. Voilà. Bien. Ma réponse. Alors, très bien. On va essayer d'affiner un petit peu tout ça parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses par rapport à la construction neuve. Et donc, je vais te délivrer un certain nombre de choses qu'on lit, qu'on entend. Bien sûr. Et avoir ton sentiment. Le neuf, c'est compliqué parce qu'en France, il n'y a pas de foncier. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation qu'on entend beaucoup? Alors, je pense qu'elle est erronée. Elle est vraie si tu me prends Paris, par exemple. Évidemment, je vais te dire Paris intramuros, on a tellement construit, tellement urbanisé qu'effectivement, c'est rare qu'il y ait du foncier qui soit disponible. Mais je pense que c'est surtout une volonté locale, la plupart du temps, de libérer du foncier. Donc, il y a du foncier en France. Il y a soit des zones qu'on peut évidemment, des ZAC, donc d'aménagement, où on peut venir construire, soit effectivement des zones sur lesquelles il y a des immeubles très anciens, voire des anciens bureaux, voire des zones industrielles, etc. Donc du foncier, il y en a. Il y a du foncier disponible, mais c'est surtout, je pense, que dans la volonté politique de ne pas libérer suffisamment de foncier que ça se joue, en fait. Et tu fais un projet de construction, un projet de promotion immobilière, entre le temps où tu cherches, tu trouves le foncier, et le temps où tu vas livrer le bâtiment, il va se passer 4 ans. Donc, c'est des process qui sont extrêmement longs. Donc, ça, c'est effectivement propre à la France. Si je te parle en Chine, et tu sais, on a tous cet exemple-là d'un immeuble, d'un bâtiment construit en 6 mois. En France, c'est beaucoup plus long. Ensuite, après, il y a des enjeux, évidemment, climatiques et il y a des enjeux d'environnement. Ce que je veux dire par là, c'est que libérer du foncier, évidemment, aujourd'hui, il y a des contraintes qui vont peser sur la libération du foncier parce qu'il faut pas on a la perméabilisation des sols qui est importante. Effectivement, quand on construit beaucoup dans des secteurs où l'eau ne peut plus, comment dirais-je, entrer dans l'infratique, évidemment, on risque des inondations, etc. Et puis, il y a des enjeux aussi également de pollution derrière. Donc, il faut évidemment nettoyer les sols, pour certains quand on reprend l'industrie. Mais du foncier, il y en a, je pense. Et souvent, tu vas avoir des maires qui vont pas vouloir libérer du foncier parce que libérer du foncier, c'est de la construction, c'est des travaux, c'est des gênes pour certains riverains. Donc, aux approches des élections municipales, il y a beaucoup moins de foncier qui est libéré. Et puis, juste après, il y en a beaucoup. Mais c'est d'abord et avant tout une volonté politique locale. Donc, moi, je vais te donner des exemples. J'ai des villes sur lesquelles il y a beaucoup de foncier, il y a beaucoup de construction. Là, je prends l'exemple de Clermont-Ferrand, par exemple. Et ben évidemment, sur Clermont, toute cette zone, en plus, il y a un dynamisme économique. Et ben ça libère du foncier, il y a beaucoup de projets. Et puis, j'ai d'autres secteurs, je vais te dire, à Rennes, il y a de moins en moins de foncier, mais simplement parce qu'on ne le libère pas ou qu'on ne veut pas le libérer de volonté politique. Voilà. Mais il y a du foncier en France. Il suffit que tu prennes ta voiture, Eric, et que tu partes de Paris pour aller par exemple, je sais pas, sur la côte basque, tu vas traverser des no man's land pendant un très très long moment. Donc effectivement, aux abords des villes, il y a toujours des possibilités d'extension, mais il y a des enjeux d'environnement qui fait qu'il faut arriver à tout faire coïncider ensemble. Il faut que c'est du sens aussi. Il faut pas construire pour construire. Alors oui, mais tu penses que réellement, parce que je l'entends aussi ça, de la part des maires, il y a une vraie réticence à construire. Comme si en fait ils ne souhaitaient pas, comme tu dis, contrecarrer les volontés des citoyens, etc. Alors, vivre tranquillement peut-être dans un coin et être bousculé par des constructions neuves, etc. Est-ce que ce phénomène on l'a? Oui, on l'a. Il suffit de regarder, par exemple, sur des communes. Alors, je vais te donner un exemple dans le 93. Tu as des communes comme le Blanc-Ménil. Ça a énormément construit. Il y a eu énormément de résidences neuves. En ces 5-6 dernières années, des opérations de promotion, il y en a eu, je sais pas, peut-être une centaine. Donc, c'est une centaine d'immeubles
donc une centaine de nouveaux habitants sur la commune. Ça change évidemment parfois, souvent, comment dirais-je, le vote local, puisque c'est plus les mêmes, les propriétaires. Tu vois, il y a des enjeux politiques évidemment de réélection, de privilégier parfois un certain type d'électeurs plutôt que d'autres. Donc tu vois, en vérité, des fois, tu as une volonté politique de refaire. Bordeaux, il y a eu une volonté politique. À un moment, la ville, elle s'endormait dans les années 90. Il y a eu une volonté politique de refaire de nouvelles urbains, de réhabiliter la ville. Donc évidemment, c'est des politiques qui sont faites. Et puis il y a des secteurs où effectivement ça dort, où il y a très peu de choses qui sont faites. Et donc, mais c'est avant tout une volonté politique. Mais même un promoteur, quand il veut obtenir un foncier sur une grande ville, tu sais qu'il y a des enjeux, effectivement, il y a des vraies discussions. Hein, et puis, comment dirais-je, un promoteur, il va lui dire, bah, écoute, je te libère ce foncier-là, mais je veux que tu me construises à la fois une crèche, je veux que tu me construises un bâtiment social, je veux qu'il y ait ceci, cela. Parfois, les promoteurs ils disent, bah, en fait, non, je m'y retrouve pas dans mon opération en termes de rentabilité, ou alors tu me fais un prix sur le foncier qui soit assez fort. En fait, il y a plein d'enjeux politiques. Et un promoteur, quand il bâtit une belle opération sur un secteur, souvent le maire, s'il en est content, eh ben, va lui proposer d'autres fonciers, etc., etc. Voilà. Ouais. Mais là, c'est intéressant que tu aies développé cet aspect parce qu'il est un peu caché, alors pas volontairement, mais le grand public ne connaît pas nécessairement toutes ces discussions qu'on lui en amont et qui sont assez compliquées en fait. Hein, c'est ça, exactement. Ouais. Très souvent, c'est ça. Mais c'est ça qui va faire que tu vas avoir plus ou moins d'opérations qui vont se construire. Ça, très clairement. Ouais. Alors, autre affirmation qui est peut-être erronée, hein, et justement, tu vas nous dire, le neuf, c'est trop cher. Erroné. Ouais. Pourquoi? Alors, erroné, pourquoi? Alors, en plus, en ce moment, on est dans un timing très particulier, parce que tu le sais, on l'a dit tout à l'heure, on l'a rappelé, les taux sont hauts, il y a difficulté d'écouler du stock ou difficulté de vendre de l'ancien. Donc, les promoteurs, contrairement à des particuliers, ils ont des marges de manœuvre pour certains plus fortes pour pouvoir baisser les prix et écouler les stocks. Donc, en ce moment, le neuf, il n'est pas beaucoup plus cher que l'ancien. Maintenant, il faut savoir déconstruire un prix. En fait, quand tu achètes de l'ancien aujourd'hui, et en plus avec l'inflation, tu le sais, le coût des travaux a augmenté. C'est beaucoup plus cher de faire des travaux aujourd'hui que ça ne l'était il y a encore 3 ans en arrière. Et en plus, je pense qu'il y a une notion aussi que les salaires n'ont pas forcément suivi l'augmentation des coûts à la consommation. Donc aujourd'hui, tu achètes de l'ancien, bah, tu dois d'abord, en temps normal, le remettre au goût du jour pour le futur locataire ou toi demain qui y habitera. Donc ça veut dire refaire certainement l'électricité, refaire peut-être ta cuisine, refaire ta salle d'eau, enfin voilà, refaire peut-être de la peinture, retoucher un petit peu à tout. Tout ça, c'est des travaux de base. Donc souvent, ces travaux de base, ils vont te coûter de toute façon, quoi qu'il arrive, peut-être 500, peut-être 1000 euros du mètre. Et si tu veux en plus une réhabilitation énergétique, tu vas être plutôt autour des 1500 euros du mètre de travaux si tu veux vraiment quelque chose aux normes. Ça, c'est pour l'ancien. Tu vas aussi avoir des frais de notaire qui vont être de l'ordre de 8%. Donc, tout de suite, si tu veux, quand tu as un prix de l'ancien, et j'exclus même la commission de l'agence, mais tu as un prix de l'ancien, mettons qu'il soit à 3 000 euros, bah, tu vas vite, s'il est à 3 000 euros, tu peux te retrouver vite avec 1 000 euros de travaux en plus 8% de frais de notaire. Quand tu achètes du neuf, tu vas être plutôt directement à 4 000 euros du mètre carré. Sauf que bah, tu vas avoir des frais de notaire qui vont être autour des 2, voire un 8 maintenant. S'ils ne sont pas offerts par le promoteur, première des choses, tu n'as pas de travaux quand tu entres dans ton logement, donc ça c'est très important, mais surtout c'est l'immobilier, il faut le penser sur la longue durée. Je parle pas d'achat-revente où je l'achète une année, je le revends l'année suivante. L'immobilier, tu vas le conserver 10 ans, 15 ans ou toute ta vie en fonction du timing auquel tu l'achètes. Si tu as 50 ans, il y a des chances que le département ou la maison que tu achètes, tu l'aies jusqu'à la fin de ta vie. Mais une copropriété, dans la longue durée, elle coûte. Elle coûte parce qu'il y a des appels de travaux, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des enjeux même de réhabiliter les copros pour qu'elles consomment moins d'énergie. Donc, chaque année, plus l'immeuble est ancien, plus on va voter les travaux. Puis ça, dans le neuf, effectivement, tu es aux dernières normes. Si tu n'es pas en réglementation 2012, tu es en réglementation environnementale 2020. Donc, effectivement, tu as des bâtiments, on va pas appeler des travaux dans la copropriété avant la longue durée. Eh ben, dans l'ancien, si. Donc, c'est même ces coûts indirects qu'on a sur la longue durée dans l'ancien qu'on n'a pas dans le neuf. Disons que dans le neuf, tu connais ton prix de départ et tu sais à peu près que ça va pas te coûter plus que ce que ça ne t'a coûté dans l'ancien. Tu vas acheter, mais évidemment, tu vas avoir des surcoûts. Donc, c'est ça qu'il faut comparer entre les deux. Donc, le neuf, oui, est plus cher à l'achat de base, mais quand tu mets bout à bout les frais de notaire à 8,
tu mets les travaux de réhabilitation, voire de performance énergétique, tu vas vite arriver au même prix, voire même supérieur sur la longue durée. Et je précise aussi une chose, quand tu achètes un appartement, que tu sois locataire ou que tu sois un investisseur ou que tu y vives, il y a un moment des charges de copropriété que tu vas payer. Eh ben, les charges de copropriété dans le neuf, elles sont moins chères elles sont moins élevées que dans l'ancien de manière générale. Et puis ta consommation énergétique au quotidien, quand tu vas chauffer ton logement dans l'ancien, tu as une déperdition d'énergie qui est bien plus forte que dans le neuf. Dans le neuf, quasiment, tu ne chauffes pas. Donc ça, c'est très important. Et plus tu es sur un climat froid, donc dans le nord ou à la montagne, plus tes factures d'énergie vont se ressentir. Donc en fait, nous, notre travail aussi, dans la pédagogie que l'on a, c'est d'expliquer toutes ces choses, en fait. C'est d'expliquer pourquoi c'est plus cher. Bah, c'est plus cher, évidemment, mais parce qu'il y a moins de coûts indirects. Dans l'ancien, c'est toujours un petit peu plus compliqué de budgéter. Alors après, si on est ultra bricoleur, qu'on a du temps à passer là-dessus, pourquoi pas, on peut s'y retrouver. Mais il y a une chose auquel on n'échappe pas, les travaux de copro, c'est compliqué. Et les 8% de frais de notaire, tu n'y échappes pas. Dans le neuf, c'est soit 2, soit 0. Voilà. Un peu comment on déconstruit un petit peu. Et parfois, effectivement, tu as des opérations sur lesquelles le neuf est vraiment beaucoup plus cher que l'ancien. Donc nous, dans notre travail de recherche, c'est aussi d'arriver sur des prix, un écart raisonnable entre les deux. Tu vois, 15, 20%, pour nous, c'est raisonnable. Après, il y a aussi une chose, Eric, c'est que ce qui est difficile, c'est de comparer. Il n'y a pas deux appartements qui se ressemblent. Comment dirais-je? T'as un appartement qui est plein sud dans un immeuble haussmannien, c'est pas la même chose qu'un appartement de même surface dans la même rue qui est au premier étage plein nord en fait. Pourtant, tu as le même volume de mètres carrés, mais au premier mètre carré, celui qui est plein sud n'est pas au même prix que celui qui est plein nord dans l'haussmannien. Donc aussi également, c'est toujours difficile de comparer deux biens parce qu'il y a pas un prix fixe, et notamment dans l'ancien aussi où selon la volonté du vendeur, tu es plus ou moins élevé en vérité, tu vois. Donc non, le neuf est plus cher, oui, mais sur la longue durée, même déjà dès le départ et sur la longue durée, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, quand tu constates, qui connaît très bien le marché, puisqu'on fait à peu près 15 à 20 transactions par mois au sein de Papillon, donc en volume de vente, on est important. On a aussi des biens dans l'ancien. Les gens sont extrêmement regardants sur les DPE aujourd'hui, très regardants. Aujourd'hui, il y a 7-8 ans en arrière, quelqu'un qui revendait du neuf, il disait, bon, je le revends le même prix que le marché de l'ancien. Aujourd'hui, c'est pas vrai. Tu revends un logement RT 2012 aujourd'hui, en 2024, le RT 2012 de 2024, en 2024 se vend mieux que l'appartement dans l'ancien. Et réellement, hein. Voilà, donc ça, c'est important. Et puis après, il y a toutes les notions de confort, d'isolation phonique, effectivement. de parking en sous-sol, d'extérieur, parce qu'il y a quasiment toujours un extérieur. Effectivement, il y a aussi, au-delà du fait de devoir construire pour le besoin de loger les gens, il y a aussi une volonté gouvernementale de construire des biens qui consomment moins, mais qui soient aussi plus confortables à vivre. Parce qu'on pense l'immobilier, on pense le logement dans 40, 50, 60, 70 ans. Hein. C'est comme ça que ça marche. Très bien, tout ça est très clair, effectivement. Tu vois, j'ai le sentiment parfois que autant les promoteurs, évidemment, individuellement, communiquent, mais j'ai pas le sentiment que cette profession communique si bien que ça, de manière générale, auprès du grand public, pour justement expliquer, avoir une pédagogie sur ce qu'est le neuf, effectivement, comment se forme un prix, etc. Bien sûr. Voilà, c'est juste mon appréciation, mon regard extérieur. Je trouve pas que cette profession fasse bien les choses à ce niveau-là. Alors, je vais te dire, Eric, moi, en y réfléchissant comme ça, et puisque tu me poses la question, je pense que ça vient du fait que, en fait, le neuf, il y a tellement d'aides, que ce soit en termes de défiscalisation, que ce soit en termes de prêt à taux zéro, notamment pour les primo-accédants, en fait, qu'ils ont presque pas besoin, au sens que la personne elle vient, elle se dit, OK, je vais économiser de l'impôt si j'achète ça et que j'investis. Ou l'autre personne va se dire, j'ai un prêt à taux zéro, j'ai la moitié de mon prêt qui est financé à taux zéro. Donc effectivement, mes mensualités d'emprunt sont bien moins importantes que si je n'avais pas de prêt à taux zéro et que j'achetais dans l'ancien où mes mensualités seraient beaucoup plus importantes. Donc je pense qu'il y a aussi un peu une notion de ça chez les promoteurs. Et puis chaque promoteur, entre guillemets, se tire la bourre en fonction de leur opération. Donc oui, je trouve que, en tout cas, est-ce que c'est eux qui doivent communiquer là-dessus ou est-ce que c'est plutôt gouvernemental de se dire, bon, pourquoi on achète du neuf? Quelles sont les ambitions? Mais la promotion devrait, oui, effectivement, dire, voilà ce qu'on nous demande de faire et pourquoi on nous le demande de faire. En fait, c'est ce que je t'ai dit, moi, quelques minutes avant. Effectivement. Moi, mon travail, c'est d'expliquer ça. Puisque je suis multi-promoteur, je vais pas favoriser un promoteur plutôt qu'un autre.
En fonction de s'il est plus qualitatif, oui, je le ferai. Mais effectivement, moi, j'explique ça derrière auprès des gens qui veulent acquérir. Mais sache que les gens qui recherchent du neuf sont quand même assez au fait de ces choses-là. Tu vois, ils le sont. Mais ce qui va les amener à ça, c'est j'ai le droit au Prato zéro, j'ai le droit à la TVA réduite, ou j'ai besoin de défiscaliser parce que je paye 10 000 euros d'impôts chaque année, et que bon, bah, ça fait peut-être beaucoup quand je tire le trait sur 10 ans, bah, c'est 100 000. Donc, est-ce qu'il existe quelque chose pour éviter le coût de massue? Bon, bah effectivement, les promoteurs jouissent de ça. Tu le sais, en 2024, au 31/12, s'arrête le Pinel, qui a été quand même. On va en parler. On va en parler. Alors, soit je me lance directement, mais effectivement, le Pinel va s'arrêter. Donc, soit il y a quelque chose qui poursuit, soit il y a rien. Et s'il y a rien, les promoteurs, il va falloir qu'ils expliquent, comme tu le disais, les avantages d'acheter dans du neuf. Voilà. Mais certains le font quand même malgré tout. Ah oui, non, bien sûr. Moi, je parlais de communication collective. Ouais, collective. Tu as raison. Voilà, oui, et il y a une fédération des promoteurs immobiliers qui existe, qu'on appelle la FPI, qui pourrait effectivement, là où tu as raison, faire des campagnes de communication, expliquer ce que c'est, que pourquoi on achète du neuf, pourquoi oui c'est plus cher comme ça de base, mais sur la longue durée, qu'est-ce qui va faire la différence en réalité? Parce qu'un logement, tu le sais Eric, ou moi je le sais, quand tu achètes un appartement dans l'ancien, tu sais que ça te coûte de l'argent, donc que tu ne vois pas forcément quand tu es locataire. Mais quand tu vas aux AG et qu'on commence à dire bon, on va réhabiliter, on va refaire la toiture, ou on va refaire la peinture des parties communes, ou on va faire ceci ou faire cela, bah tu budgètes et puis tu te dis bah oui, c'est des coûts supplémentaires qu'on a. Voilà. Bon bah c'est important de le faire, oui, effectivement. Je vais te donner un exemple, Eric, c'est très frappant. J'ai accompagné un client, c'était un jeune homme, il y a 2 ans, qui travaillait dans l'informatique, qui vivait dans le 15e arrondissement de Paris. Il était dans l'ancien. Il a déménagé pour se loger dans du neuf, toujours dans le 15e. Tu vois, donc parfois, il y a quand même du foncier dans Paris. Il m'a dit, Émeric, ma facture d'électricité, je faisais 150 euros par mois, on est passé à 40 euros par mois, 110 euros par mois d'économie d'énergie. Le confort de pas entendre ses voisins, etc., il était dans un immeuble ancien, donc quand quelqu'un appelle l'ascenseur, tu le sais, tu l'entends. Bon, t'entends quand les gens sont dans les couloirs, dans le neuf, t'entends pas, hein, s'il y a quelqu'un sur le palier, t'es chez toi, c'est presque un cocon. Donc effectivement, bon, on a fait une opération d'investissement dans du neuf, mais c'est ça qui l'a amené au neuf, c'est le fait de quitter son logement ancien et de bénéficier de ce logement neuf avec un loyer en plus équivalent. Il s'est dit en fait, mais le neuf c'est formidable. Et je pense que tant que t'as pas vécu dans du neuf, sur le plan que tu été locataire ou bah en fait tu te rends pas compte de ce que ça fait d'être dans le silence, d'être dans le calme, d'avoir chaud chez toi, parfois même c'est presque trop chaud, t'es obligé d'ouvrir la fenêtre. Mais vraiment, je te promets que c'est le cas, Eric. Au mois de mai, ma sœur a acheté du neuf. Bon, alors a eu tort de pas acheter du neuf. On était à Noël, alors il faisait pas au jour de l'an, on a fait un déjeuner. On a, je sais pas, il faisait 6 dehors. Hein, on a ouvert la fenêtre. Ah oui. On a ouvert la fenêtre. On a déjeuné la fenêtre ouverte. Donc voilà, parce que c'est tellement bien isolé que effectivement, on était très très bien dedans. On avait chaud. Voilà. Alors on va justement, tu as fait la transition, on va parler un peu du Pinel. Donc le Pinel, il va s'arrêter au 31 décembre, effectivement, parce qu'il n'est pas terminé, il faut le rappeler, il n'est pas fini en fait. Il n'est pas terminé, non. Tout à fait, il n'est pas terminé, donc il va s'arrêter au 31 décembre. On a bien compris quand même en écoutant les déclarations successives du ministre de l'économie et des finances qu'il n'y avait pas trop de plans pour quelque chose qui remplacerait le Pinel à partir de 2025. Restrictions budgétaires oblige. Cette fin du Pinel, elle a amené pas mal de discussions et de polémiques. Alors là encore, on a entendu des choses. Oui. De toute manière, les promoteurs se gavaient parce qu'ils profitaient du Pinel pour augmenter leur prix, sachant que les clients acquéreurs allaient bénéficier en fait d'une défiscalisation. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation, dont en plus, dans une enquête qui était parue, je crois, il y a 2 ans, elle était largement répandue auprès du grand public, qu'il avait pris comme un fait acquis. Alors, je vais revenir sur, je vais te répondre à ça, et je vais revenir d'abord sur ce que tu as dit pour des raisons budgétaires. En fait, c'est un mauvais calcul qui a été fait
par le gouvernement, mais taper sur le Pinel, c'était pas compliqué, c'est taper sur les promoteurs, c'est taper sur les gens qui ont de l'argent, et tu flattes souvent les gens quand tu tapes en France en tous les cas sur les gens qui gagnent leur vie. C'est comme ça, tu flattes l'électorat. Le Pinel, quand tu donnes 21% du prix du bien en économie d'impôt aux gens, déjà quand tu achètes du Pinel, du neuf de manière générale, tu as 20% de TVA. Déjà, l'État prend 20%. Et toi, tu es un particulier, Eric, tu as payé 20% de TVA, tu vas pas la récupérer. Hein. Donc déjà, ils prennent 20%. Donc ils donnent 21, ils en prennent 20. Ils te prennent la taxe foncière, ils vont prendre évidemment également de l'impôt sur les sociétés auprès des promoteurs qui construisent des logements. Et souvent, en plus, comme toi, tu as 21% d'économie d'impôt, mais comme tu vas avoir de la fiscalité foncière qui va se générer, puisque tu vas avoir des revenus locatifs, en vérité, ton 21%, à la fin, il se transforme en 15. Donc en fait, d'un côté, l'État prend 20% de TVA plus tout sur la valeur, la richesse créée, la taxe foncière, etc. Enfin, le Pinel est beaucoup plus rentable qu'on ne le croit, tu vois, même pour les recettes publiques. Donc c'était un mauvais calcul. Passons cela. J'ai écouté Bruno Le Maire en plus en parler, je crois que c'était au Grand Journal ou au Quotidien maintenant, c'est devenu. C'est n'importe quoi. Il suffit de regarder. En fait, nous, comme on fait des simulations, des projections financières, comme on a des outils de simulation, on connaît bien la fiscalité, la taxe foncière, la fiscalité foncière générée. On sait très bien que le logement ne rapporte plus qu'il ne coûte. Et donc, le coût du logement en France, ça, je récupérerai une info de 2023, c'est à peu près environ 40 milliards de Oui, c'est ça. dépenses pour le logement. Mmh. Les recettes, 90 milliards. Donc, bon, on avait une industrie qui fonctionne bien. Il se trouve qu'on a en haut lieu un président qui n'aime pas la pierre. C'est pas son truc, l'immobilier. Et donc, il a un peu tout fait pour court-circuiter et empêcher finalement, euh, dirais-je, l'investissement locatif. En tout cas, il a un peu freiné. Les promoteurs gagnent de l'argent trop facilement. C'est ce qu'ils pensent, etc. Mieux vaut la finance que l'argent soit injecté dans l'économie réelle, etc., etc. Donc, c'était aussi ça l'idée de Macron. Il se trouve qu'en fait, on a une crise du logement. Il se trouve qu'il est très compliqué aujourd'hui de se loger, que chaque année, on va avoir des centaines de milliers d'étudiants qui vont quitter le domicile familial et qu'il faut bien qu'ils se logent. Et comme tu as un marché qui est grippé où personne, il y a peu de transactions, c'est extrêmement compliqué de trouver un logement. Et donc, les loyers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils augmentent. Alors, on a beau essayer de les cadenasser, mais ils augmentent de 3%. Bon, effectivement, tu as un marché qui est bloqué. Or, qu'il aurait fallu faire à ce moment-là, ça, je dis ça, c'est au contraire, plutôt que d'arrêter le Pinel et de le baisser, c'est de faire justement un super Pinel pour booster la production de logements. Et quand tu boostes, il y a rien, comment dirais-je, la construction, le BTP, on dit, il y a un adage qui dit quand le BTP va, tout va. Et en fait, c'est pas délocalisable, hein. On vient pas livrer des immeubles depuis la Chine qu'on fait en France. C'est de l'économie en France. C'est du local. Et donc, effectivement, c'est un mauvais calcul politique. Maintenant, ce que tu dis sur les promoteurs qui ont pu se gaver, etc., sur les prix, c'est possible. Certains, plus que d'autres, évidemment, c'est une politique de prix, comme les constructeurs de véhicules électriques qui vont se dire, bon, il y a une prime à l'achat, je vais augmenter légèrement le prix C'est possible. Mais à un moment, il se trouve quand même que il y a un marché. Et notre travail à nous, justement, c'est de regarder, c'est ce que je te disais tout à l'heure, un écart raisonnable. Si l'écart est raisonnable, il n'y a pas de problème, on peut y aller. Si on trouve que le promoteur, il met sa grille beaucoup trop haute, évidemment, on va pas proposer ce produit-là. Donc, j'ai envie de te dire que il y en a qui ont pu abuser à certains moments. C'est possible, mais c'est au conseiller de bien regarder. D'où la nécessité d'être accompagné. Notre travail numérique, effectivement, c'est Eh quand ben, tu es. Non, on y mais c'est important. arrive. Ah, mais on y arrive. Eric, quand tu es dans une jungle d'immobilier, de promoteurs, chacun va te dire mon programme il est meilleur parce que ceci, parce que cela. Voilà, nous on va avoir un œil extérieur, on va prendre un peu de hauteur et puis on va regarder les chiffres, la rentabilité, le positionnement de prix, etc., etc., pour mieux t'accompagner. Voilà. Mais non, dans l'ensemble, je suis pas certain que tous les promoteurs aient fait
profiter pour monter les prix. Après, tu connais le coût des travaux, le coût du foncier, Ah oui, oui. voilà, Ouais, les coûts de ouais, construction. ouais. Bon, je veux dire, il y a même des promoteurs qui vendent à perte aujourd'hui, il faut pas se leurrer, hein, mais ils ont Non, besoin mais d'écouler. complètement. Non, mais alors, Émeric, quand je disais je mettais des guillemets, hein, les promoteurs Bien se sûr, gavent, hein, c'était plus, voilà, pour réagir par rapport à ça, parce que oui, bien sûr. la réalité, évidemment, elle est pas si simpliste. Non. C'est très, très clair. Alors, tu vois, quelque part, j'ai l'impression que tu as mon conducteur en tête parce que tu anticipes constamment le Pinel. Là, tu veux qu'on parle d'accompagnement. Bah, j'allais y venir. On va parler de Mhm, papillon immobilier. Alors, papillon, mhm. moi, ce qui m'intéresse, c'est comment aujourd'hui une société comme la tienne, elle se Oui. positionne pour accompagner. Est-ce que Alors, est-ce que vous révolutionnez les choses dans ce domaine? Est-ce que vous êtes... c'est quoi votre philosophie d'accompagnement? Alors, je pense que la première des philosophies, c'est d'être bienveillant. Papillon Patrimoine, dès le départ, avec mon associé, nous, on a d'abord, je te l'ai dit, moi, travaillé dans le digital. Jérémy, qui est mon associé historique, lui aussi a travaillé dans le digital. On s'est rencontrés d'ailleurs, on était tous les deux directeurs du business développement de grands médias. Donc effectivement, donc on avait une approche très digitale. Moi, j'ai travaillé au sein de seloger.com. J'ai développé un site immobilier au sein d'une start-up dans laquelle j'étais, qui a ensuite été racheté par BFM, etc. Donc j'avais des connaissances en immobilier, je connaissais bien le secteur, mais je n'avais jamais travaillé dedans. J'ai d'abord, et on a d'abord tous les deux, appris à vendre de l'immobilier, à comprendre le marché de l'immobilier, à comprendre les promoteurs, à discuter avec eux, à comprendre leurs enjeux. Et puis évidemment, comprendre derrière les besoins des potentiels acquéreurs, qui soient investisseurs ou accédants à la. Et puis, tu vois, fort de tout ça, pendant 1 an et demi, on s'est dit, on était en indépendant, on s'est dit, bon, ben, il y a quelque chose à faire. On va faire en sorte de créer une structure qui va le faire de manière bienveillante, 100% en distanciel et avec un maximum de pédagogie. Donc, je pense que tu le sens. Quand je parle, je suis beaucoup dans la pédagogie. Mon associé Jérémy, c'est exactement la même chose. Il est dans la pédagogie. Et la bienveillance, c'est se dire ce qu'on va présenter à nos clients, ce qu'on va proposer à nos investisseurs ou à quelqu'un qui veut acheter sa résidence principale. Ben, si on était à sa place, on regarde l'opération, on se dit est-ce que j'y vais? Si la réponse est oui, on présente. Si la réponse est non, ben, on continue de chercher, voir un petit peu ce qu'il y a. Donc effectivement, c'est d'abord la première des choses, c'est d'être bienveillant et d'essayer de chercher le meilleur projet possible. Alors évidemment, si sur 1000 projets, il y en a pas un, on va pas trouver le projet le meilleur, mais on va éviter les 80% qu'on trouve moins bien pour se concentrer sur le haut du panier. Donc c'est la première des choses. Et puis derrière, évidemment, c'est au-delà de rechercher le projet, c'est de voir si la personne est finançable. C'est effectivement de l'accompagner derrière sur les financements, lui dire quelles aides il a le droit. Si c'est un investisseur, l'accompagner également sur la gestion locative ensuite, sur les assurances, notamment de loyer impayé, ce genre de choses. Le temps de la construction, bah, évidemment de l'accompagner, de répondre à ces questions parce qu'il y a toujours 1000 questions qui viennent. Et puis évidemment être là le jour de la livraison du bien, lui donner toutes les informations et l'investisseur, bah, évidemment le suivre sur ses déclarations de revenus, voire d'optimisation à un moment de son investissement locatif. Donc on essaie vraiment d'intervenir sur toute la chaîne de valeur. Mais au départ, il y a quelqu'un qui nous contacte et nous dit voilà, j'ai un projet. Bon, nous, on va se poser une demi-heure, 1 heure en visio et on va l'écouter. Et ensuite, on va voir en fonction de ses besoins, de ses envies, eh ben, qu'est-ce qu'il est possible de faire. Voilà. Et ça, c'est notre travail. Et ensuite, on va parler de stratégie, vraiment d'être dans la pédagogie, expliquer pourquoi on choisit ça, pourquoi on le fait comme ça. Et puis derrière, ben, évidemment, c'est de proposer des projets. On ne présente jamais des projets au premier one shot. Il D'accord. va se passer au moins 2 heures, 2 heures et demie d'échange, de discussion, de compréhension pour ensuite se dire, bah voilà, là on cherche des projets, bah voilà ce qu'on a qui est positif. Voilà. Ça c'est très très important. Et en fait, parce que l'immobilier nourrit 1000, quand tu vas acheter, surtout les primo-accédants, les investisseurs, ça nourrit 1000 questions. 1000 angoisses pour certains aussi, parce qu'effectivement, on se dire, je vais prendre une ligne de crédit de 250 000, 300 000, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Bon, mais la vérité, c'est que si tu dois te loger, souvent, tu vas avoir un loyer et si tu payes pas ton loyer, tu vas sortir à un moment donné, tu vois. Donc, effectivement, je privilégie toujours quand on peut le faire l'achat, quand on peut le faire, hein, bien évidemment, mais notre métier, c'est d'abord d'être pédagogue et ensuite de proposer les meilleurs produits et de faire tout l'accompagnement qui va bien. Bien, alors donc, vous avez des futurs acquéreurs qui vous Oui, contactent, voilà. Et chaque jour. de l'autre côté de la barrière, ça veut dire que vous avez des projets
à leur présenter. C'est des Oui. projets que vous avez sélectionnés. Vous êtes allé démarcher les promoteurs. C'est les promoteurs qui viennent vous chercher. Comment ça se constitue ce Alors aujourd'hui, catalogue? Je mets des guillemets à catalogue. Hein, bien c'est pas sûr, je péjoratif, comprends ce que tu dis. évidemment. Non, mais tout à fait. Dans Comment se constitue le stock en fait finalement qu'on a à le stock. commercialiser? Ouais. Bon, Oui. en fait, au fur et à mesure, déjà avant de fonder Papillon Patrimoine, on a rencontré des promoteurs avec lesquels on a travaillé. Donc quand on a lancé notre structure, on a commencé à démarcher tous les promoteurs. Bien, Vinci, on veut travailler avec vous. Cogedim, on veut travailler avec vous. Nexity, on veut travailler avec vous. Un tel, on veut travailler avec vous. Et au fur et à mesure, on a pu, comment dirais-je, souscrire faire en mandat direct plus de 110 promoteurs aujourd'hui. Même aujourd'hui, finalement, on ne vient même plus les voir. C'est qu'on regarde le marché s'il y a un lot qui nous intéresse, parce que tu as des banques de données sur lesquelles tu peux voir entre guillemets ce qu'il y a de disponible. Et puis à un moment, on les connaît les promoteurs. Donc effectivement, le stock, nous, il est quasiment national. On doit avoir 90% du stock disponible. Les 10% qui nous échappent, en vérité, on peut les avoir, ou alors c'est des tout petits promoteurs qui font une ou deux opérations par an. Il n'est pas forcément nécessaire de faire un mandat direct, la première des choses. Et puis derrière, nous, on a développé des outils, puisqu'on a à côté de Papillon Patrimoine une autre structure qui s'appelle Simulio, qui, elle, est un super simulateur. Il y a plus de 40 simulateurs dessus pour permettre de faire des simulations ultra précises d'un projet d'achat ou d'un projet d'investissement locatif. Donc, on a une vraie valeur techno. C'est des outils qu'on a développés 100% en interne en fonds propres, avec évidemment Papillon derrière, des outils qu'on utilise pour nous, mais qu'aujourd'hui on commercialise auprès des promoteurs. Si on est capable, nous, en tant que Papillon Patrimoine, commercialisateur, conseil en investissement immobilier, de développer des outils que les promoteurs utilisent pour commercialiser eux-mêmes, c'est qu'on a un vrai background sur les chiffres. Et ça rejoint ce qu'on s'était dit, on voulait des super simulateurs parce qu'on voulait être le plus approchant possible et le plus bienveillant possible. Donc effectivement, de se dire, bon, ça vaut pas le coup de le faire parce que regarde les chiffres. À un moment, c'est pas bon, il y a rien à gagner. Celui-ci, ça vaut vraiment le coup parce que ceci, cela. Voilà. Donc effectivement, on a une approche très techno derrière. On développe des outils. Et d'ailleurs, sur le site de Papillon Patrimoine, tu as plein de simulateurs Oui, oui. disponibles gratuits en ligne. Voilà. Ouais, Bah, ouais. c'était une volonté de donner de l'information, de donner de la disposition dessus. D'accord. Donc, vous êtes en quelque sorte à l'interface des candidats à Oui, l'acquisition et des et promoteurs. des Voilà. promoteurs ou des réhabiliteurs ou ce qu'on Ouais. appelle des opérateurs pour des opérations de réhabilitation, Ouais. que ce soit en monument historique, en Malraux. Ouais. Tu sais, en fait, souvent, il y a deux types de gens qui vont nous contacter. Soit quelqu'un qui a envie d'investir, mais je ne sais pas trop poser de questions, c'est quelqu'un qui a envie de réduire ses impôts. Et là-dedans, t'as tout. Nous, on a des gens qui vont gagner 300, 400 000 euros par an, Hum, comme des gens qui vont gagner 40, 50. hum, Donc, effectivement, ils ont d'autres problématiques. Il y a d'autres gens. Tu vois, quelqu'un qui paye 6 000 euros d'impôts par an, qui se dit, bon, moi, j'ai envie de défiscaliser. On va regarder ce qu'il est possible de faire. hum. Quelqu'un qui en paye 50 000, tu lui fais pas faire un Pinel. Parce que le Pinel ne va pas être efficient. Et au Tout à contraire, fait. même la fiscalité qu'il va générer va complètement gommer Hum, l'avantage fiscal qu'il va le percevoir. Donc ça aussi, les gens, là, c'est encore pire parce que là, ils sont encore plus noyés dans les règles fiscales et la défiscalisation. Notre travail, on prend de la hauteur, on a les outils pour ça, on connaît les mécanismes, on sait s'il faut faire du Malraux, on sait s'il faut faire du MH, on sait s'il faut faire du LMNP, on sait s'il faut faire du Pinel ou du Pinel plus, etc. Donc c'est une jungle un peu aussi de dispositifs qui existent. Toujours pareil, de la hauteur. Vous avez un projet, vous voulez investir, vous voulez défiscaliser, vous voulez acheter votre résidence principale, on va regarder ce qu'il est possible de faire. On n'accompagne pas tout le monde, Eric, tu t'en doutes bien, parce que parfois, effectivement, il y a des gens qui sont pas prêts finalement à acheter. Mais si en tous les cas, il y a une volonté réelle d'achat, quand on a bien fait notre travail, qu'on a été suffisamment pédagogue et qu'on a bien présenté les choses, en général, on les accompagne derrière. Voilà, ça, hum. c'est très, très important. Donc, ils viennent soit par l'écoute de podcasts, ils viennent parce qu'ils nous voient sur Internet avec des référencements sur les pages, notamment des simulateurs. C'est comme ça que le client entre en contact avec nous. Et ce que je te disais tout à l'heure, d'abord, on a sollicité des mandats. Aujourd'hui, on a même des promoteurs qui nous disent, Émeric, moi, il y a des promoteurs qui m'ont demandé de regarder la grille de leur prix. Qu'est-ce que Ah t'en oui. penses? Est-ce que sur le marché, ça te paraît cohérent D'accord. par rapport Ouais. au reste, etc. On a des gens qui nous donnent des exclusivités de commercialisation. Parce qu'en fait, quand on leur montre les outils qu'on utilise, ils se disent, ah oui, d'accord, effectivement, bah oui, quand on a un client en face, on lui montre ça, on lui explique tout ça. Bah, évidemment, il nous donne la commercialisation de certains biens. Donc aujourd'hui, effectivement, on se développe de plus en plus. Voilà. Et puis après, toujours pareil, il faut, quand tu recrutes des nouveaux consultants, des nouveaux conseillers, il faut leur transmettre l'ADN, de la bienveillance, etc. Mais je crois que comme on les accompagne, on les forme encore nous aujourd'hui,
bon, bah, ils ont ça en eux. Ouais, ça, c'est très, très important. Voilà. Oui. Et tu vois, je me permets une remarque parce que bon, je rencontre beaucoup de professionnels de Bien sûr. l'immobilier et il y a un truc qui m'agace très souvent, c'est la Oui, perception en fait des professionnels de l'immobilier auprès du grand public et qui complètement. est péjoratif, qui est pas toujours C'est vrai. extrêmement, alors que, alors évidemment, il y a toujours des brebis galeuses partout. Je suis pas en train de dire que tout est génial, mais Quelle que soit la profession, Eric, hein. tout à fait. Mais sincèrement, moi, je rencontre plutôt des professionnels qui sont dans l'accompagnement, dans la bienveillance, qui ont Bien une sûr. qualité technique indéniable, un Bien sûr. professionnalisme à apporter. C'est plus ça la réalité en 2024 que les agents immobiliers des années 50 qui parfois faisaient un peu n'importe quoi. Et Alors, je c'est pense dommage, qu'effectivement, très dommage. alors, en fait, je pense, Eric, alors il y a déjà une mauvaise image des années peut-être 80, 90, où effectivement, t'avais pas forcément des gens qui étaient hyper formés, n'importe qui pouvait faire de l'immobilier. Donc aujourd'hui, tu peux toujours faire de l'immobilier, il faut un minimum au moins un BTS de profession immobilière de manière générale, tu vois. Mais il y a quand même aujourd'hui un encadrement juridique, il y a eu la loi Allure notamment qui fait qu'aujourd'hui, on a quand même besoin de plus de techniciens. Ça reste des commerciaux, hein, les vendeurs Bien d'immobilier, sûr, bien sûr. mais effectivement, on a besoin de gens qui ont vraiment des connaissances techniques. Et puis, je crois qu'il y a eu un moment dans les années fin des années 2010, mais je vais dire plutôt autour de 2007, le Robien. Et la loi Robien était un mauvais dispositif de défiscalisation. En tous les cas, au départ, il était bon parce que tu avais évidemment un avantage fiscal si tu achetais du neuf. Quand tu l'achetais près de grandes métropoles, il n'y avait pas de problème. Ça fonctionnait bien, mais à un moment, il n'y avait pas de cartographie. Et donc, effectivement, des gens qui construisaient à 50 km de Toulouse un logement neuf, tu pouvais défiscaliser. Sauf qu'à 50 km de Toulouse, il y avait moins de demandes Mm. qu'à 5 km de Toulouse. Et donc, effectivement, on a des gens qui se sont retrouvés, je vais pas dire sur le carreau, parce qu'il faut pas abuser, mais là où ils pensaient louer 800 euros, ils ont pu louer que 500. Donc, effectivement, le rendement n'était pas du tout le même. Le législateur, et c'est Sarkozy d'ailleurs à l'époque, quand il a sorti le cellier qui a succédé au Robien, il a Oui. dit OK, mais là, terminer la récréation, les promoteurs ne pouvaient plus construire n'importe où. Les zones, elles sont hyper sélectives. Si vous construisez pas dans cette zone-là, c'est-à-dire sur la métropole et à 5 km autour, les gens ne pourront pas défiscaliser. Et donc, effectivement, quand il y a des dérives sur toute activité, bah, évidemment, le législateur va venir corriger. Et depuis, effectivement, le Pinel, tu peux le faire que sur les grandes métropoles, Rennes, Lyon, Lille, Toulouse, Marseille, l'Île-de-France, Pays Genevois, mais sortir de là, tu fais pas de Pinel. Mm. Donc, le Robien, oui. Et donc, il y a eu une mauvaise image de ça parce qu'à un moment, il y a des gens qui sont restés sur le carreau. C'est moins vrai aujourd'hui. Pourquoi aussi, Eric? C'est qu'avec la masse d'informations que tu as sur Internet et de connaissances que tu peux acquérir, de par l'écoute de ton podcast, de par des vidéos, des tutoriels, effectivement, les gens sont beaucoup plus sensibilisés, beaucoup plus au fait des règles, des contraintes, des avantages de l'immobilier, mais j'ai même envie de dire de tout en réalité. Oui. Et Ouais. donc, évidemment, tu peux plus t'amuser à prendre quelqu'un qui a jamais entendu parler d'immobilier, qui a pas Internet, et lui dire ouais, ça c'est super. Cet appartement-là au rez-de-chaussée qui donne sur l'autoroute, allez-y, c'est un super investissement. Bah non, aujourd'hui, Oui. tu peux dire, je caricature hein, évidemment, mais Non, en mais fait, Internet a ses avantages, comme parfois ses excès, mais en tout cas de donner de l'information derrière. ah, ça a cet Maintenant, avantage-là, indéniablement. Ouais. Ouais. mais maintenant, il y a même, je te dirais, avec tellement d'informations Trop que peut-être. maintenant, qu'il faut savoir délier le vrai Ah du oui, faux. En fait, c'est tu ça. vois, c'est-à-dire qu'à un moment au début, je pense que les passionnés, etc., donnaient des vraies bonnes informations. Ouais, ouais. Maintenant, il y a des gens qui donnent tout type d'informations. Tout le monde est un peu expert, machin, etc. Moi, tu sais, c'est drôle parce que parfois, j'ai des gens qui me disent, bah, je lui conseille un investissement. Et puis, et la personne dit, bah, j'en ai fait part à un ami qui m'a dit ceci, cela. Je lui ai dit, mais votre ami, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ah, mon ami, il est, je sais pas, ingénieur. Je dis, mais c'est pas un expert de l'immobilier. Votre ami, il vous dira toujours que ce qu'il a acheté, lui, c'était super, parce qu'il a acheté à côté de chez lui, parce que ça lui plaisait bien. Non, mais moi, je prends la hauteur. C'est moi l'expert. Voilà. J'ai accompagné, je sais pas, genre, 800 ventes aujourd'hui. J'ai vu des profils divers et variés.
dans tous les sens, puis même sans compter les discussions que j'ai avec les promoteurs. Moi, je suis au fait des promoteurs. Je sais qu'un promoteur, quand il me dit, Aymeric, cette opération-là, on a eu le foncier pas cher, c'est pour ça qu'on fait des prix comme ça. C'est une super opération, elle est top. Et puis à côté, il y aura l'extension de ceci, cela. Là, ils sont en train de réhabiliter le parc. Moi, je suis au fait de ces choses-là, des informations qui sont plus précises, etc. Voilà. Donc là, je pense que l'image s'améliore. Ah Peut-être que oui. les émissions de Stéphane Plaza sur l'immobilier, etc., ont fait que ça s'est amélioré. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de te dire, en immobilier, c'est les meilleurs qui restent. Hein. Parce que les pas bons, ils vendent pas. Dans un marché qui est compliqué, ils disparaissent. Par contre, ceux qui restent, c'est ceux qui travaillent très bien, qui sont pros, qui sont pédagogues, qui sont transparents, etc. Voilà. Nous, il n'y a aucune opération dont on a à rougir. Très honnêtement, je ne vois pas une opération sur laquelle on pourrait rougir en se disant on a fait quelque chose de pas bien. Non, jamais. On a toujours proposé les bonnes choses. C'est toujours les situations de crise qui font que les meilleurs restent. Voilà, c'est bon, c'est pas voilà, c'est pas pour faire l'apologie de la crise parce que c'est pas du tout, c'est pas Non, très drôle. Mais bon, voilà, non, ça c'est se jamais mérite. drôle, mais alors j'ai écouté, j'ai entendu il y a pas longtemps que le mot crise en chinois était la même chose qu'opportunité. Ça avait le même sens en fait. Ah Crise, oui, ils ont un mot pour dire d'accord. crise et opportunité. Et donc parfois c'est là aujourd'hui c'est une opportunité. Pour les promoteurs c'est pas drôle parce qu'effectivement Ah non, ben, ils ont dû effectivement faire moins d'opérations, certainement avoir il y a eu des plans sociaux, pas que certainement il y a eu des plans sociaux il y etc. en a eu. Oui, il y en a. Ouais. Il Ouais. y en a, Il y en et a. pour Ouais. mais pour les acquéreurs, effectivement, c'est des prix neufs qui sont bien moins chers qu'ils ne l'étaient il y a, voilà, ils ont racheté, ils achètent aujourd'hui moins cher, voilà. Bon, avec des taux plus élevés, donc, d'un côté comme dans l'autre, voilà. Mais, pour revenir, tu sais, sur la fin du Pinel, qu'est-ce qu'il y aura après, je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura, parce que malgré tout, on n'a pas assez de logements, et donc, effectivement, là, la Cour des comptes, quand elle estimait qu'il fallait construire 350 000 logements neufs par an, la Cour des comptes, c'est quand même pas une officine libérale. Bon, bah, on est très, 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 très loin du compte. Est-ce qu'on veut de la construction de logements sociaux? C'est bien, il faut des logements sociaux. Certainement, dans certaines villes, il en faut moins. Dans d'autres villes, et on peut pour en avoir un petit peu plus. Mais on va pas construire 350 000 HLM par an. Donc, il va falloir aussi que le particulier vienne. Et donc, il va falloir aussi soutenir cette activité-là. Je pense que c'est une volonté politique d'accompagner le logement. Alors, ils s'en sont rendus compte parce qu'effectivement, sur la construction, eh ben, ils ont fait un super PTZ aujourd'hui. Donc, Oui. effectivement, là où, en fait, pour te donner un ordre d'idée, avant, tu gagnais plus de 50 000 euros, tu pouvais pas acheter avec ton prêt au zéro. Aujourd'hui, le même profil, c'est 70 000. Tout à fait, oui. Oui, oui, Avec non, des mais sortes. le PTZ Ils ont a réagi. été. Ils ont Oui, réagi. oui, oui. Ouais. Alors qu'il était éventuellement question de le supprimer. Donc ça Ouais, mais montre bien bon. que parfois il y a un pragmatisme aussi hein, Il y a un sur les moment, bah, il y a la décisions. réalité. Oui, oui, à un Il y a moment, il la y a la réalité. réalité. Il y a la Après, réalité. bon, gouverner, c'est prévoir. Très honnêtement, n'importe quelle personne de l'immobilier, je veux dire, moi compris, j'ai fait des posts sur LinkedIn, mais d'autres, hein, comme ça, qui ont vu, bah, la tournure que prenaient les événements, etc., se sont dit, on va au-delà d'une catastrophe. Et de toute façon, ils vont réagir après coup. Parce que ce qu'ils font, c'est n'importe quoi. Mais tout le monde est monté au créneau, les promoteurs, etc., etc. Ben voilà, eh ben, résultat des courses, tu fais un super prêt TZ qui va coûter aussi de l'argent à l'État, parce que c'est l'État. Alors oui, c'est du remboursement à taux zéro, etc. Mais enfin malgré tout, Enfin, c'est du crédit, au final, c'est du crédit d'impôt quand même qui est accordé aux ouais, banques qui c'est font accordé. le prêt à taux zéro. Voilà, Donc le oui, ça prêt a à un taux coût zéro, hein, de toute ça a un manière. coût quoi Ça a qu'il un arrive. coût. Et donc ce super PTZ, ça a été une réaction, mais c'est une réaction qui est trop lente. Je veux dire, encore une fois, moi je dis pas que Sarkozy est meilleur qu'un autre ou que Hollande est meilleur qu'un autre. Hollande, il avait commencé par dire fin du c'est lié, on va passer au Duflot, on va réduire l'enveloppe fiscale. 2 ans plus tard, c'était une catastrophe. C'est lui qui a fait amener le Pinel en disant bon, on va remonter le taux de défiscalisation parce que Oui. y a pas de logement en fait. Donc Mm. c'est toujours pareil, c'est la réaction, voilà. Sarkozy, lui, il y a eu la crise des subprimes, l'immobilier s'effondre, il fait un cellier, 30% du montant du prix du bien en Mm. défiscalisation, c'était même colossal à l'époque. Mm. Bon, c'était un coût, effectivement, pour les finances publiques, ça devait s'équilibrer entre les dépenses et les recettes, mais en tous les cas, il a reboosté, il a permis au secteur de ne pas tomber. Maintenant, c'est vrai que ce secteur-là, et ce qu'on disait tout à l'heure en début d'échange, les promoteurs communiquent pas assez sur les avantages du neuf parce qu'il y a la défiscalisation. Il a toujours été soutenu par les dispositifs de défiscalisation.
Mais c'est un choix, c'est-à-dire soit c'est l'État qui finance en direct et qui construit des opérations et ça lui coûtera, et là-dessus je leur fais pas trop confiance pour être bon, soit effectivement j'accepte qu'il y ait une carotte fiscale d'un côté, mais de toute façon les recettes que je vais engranger de fiscalité, de TVA sont bien supérieures à l'avantage fiscal que j'ai laissé, et en même temps je fais quelque chose qui produit logement. À un moment l'État aussi il est là pour mettre en place des politiques économiques, en tout cas donner des poussées économiques, etc. Je veux dire, produire du logement, c'est une nécessité. Et puis du logement aux dernières normes aussi, c'est une nécessité. Voilà. Donc, la fin de l'année, je ne sais pas ce qu'elle sera. Il y a le Denormandie qui perdure, le Malraux également qui permet de défiscaliser sur de la réhabilitation de logements anciens dans des immeubles, dans des centres-villes un peu. Après, moi, je pourrais dérouler sur la défiscalisation si tu le souhaites, mais effectivement qui va perdurer. Voilà, donc le Denormandie, réhabilitation. Et ce qu'ils vont faire un super Denormandie, ils privilégient aussi le fait que les opérateurs, les promoteurs puissent réhabiliter des logements, des bureaux qu'on pourrait transformer. Donc, s'il y aura des avantages fiscaux là-dessus, c'est pas du Pinel, ça aura peut-être un autre nom. Oui, on est un peu à vue. Ouais, en tout cas, il y a des perspectives et il y aurait encore des choses à faire. Et c'est vrai que tout le monde est un peu dans l'attente de l'après 2024 sur ces questions-là. Bien. Eh bien, Aymeric, je te remercie infiniment pour ce tour d'horizon parce que c'est un tour d'horizon passionnant. En plus, ça a permis de décrypter un certain nombre d'idées reçues et puis, je pense, voilà, d'avoir une approche extrêmement franche de la situation de la construction neuve aujourd'hui en France. Donc, je te remercie infiniment. Je t'en prie, Eric. C'est un plaisir, d'ailleurs. Eh bien, Aymeric, à bientôt. À bientôt, Eric. Au revoir. Passion Immo, c'est terminé pour aujourd'hui dans l'attente d'un tout prochain épisode. Et j'en ai pas mal, en fait, qui sont enregistrés. Donc, il y a des choses encore à écouter avant l'été. Et puis j'en profite pour vous rappeler cette série de l'été qui va faire son apparition d'ici quelques semaines où nous allons traiter tranquillement, calmement et de manière assez pédagogique de questions de fiscalité immobilière destinées aux investisseurs. Donc si vous avez un projet d'investissement pour les mois qui viennent et que vous voulez comprendre comment va se dérouler cette fiscalité, comment elle risque peut-être de s'imposer à vous ou au contraire de vous laisser un certain nombre de choix, je vous dirai tout pendant l'été au cours de cette série où nous allons aborder un certain nombre de problématiques extrêmement concrètes. Passion Immo, c'est terminé. Je vous dis à très bientôt. Thank you.